Hey, hey, salut, c'est Samy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Romain Puertolas, l'écrivain mais aussi passionné de musique et spécialiste de la MPC 3000. On a abordé tout un tas de sujets autour de ses passions, on a parlé météorologie, on a parlé magie et surtout on a beaucoup parlé musique. Alors si tu veux tout savoir sur Romain, sur sa vie, sur ses passions, je t'invite à t'installer confortablement et à regarder cette vidéo. C'est parti mon kiki! Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un multi-artiste, écrivain, scénariste, compositeur, beatmaker, enquêteur et tellement d'autres choses. On a sympathisé sur Instagram il y a quelques mois et quelle meilleure occasion pour nous rencontrer que sa venue à Limoges à l'occasion du Salon du Livre. Il s'agit de Romain Puertolas, alias Mr MPC 3000 ou Romain 3000. Salut Romain. Salut Samy, ça va? Beaucoup de 3000. Hein, beaucoup de 3000. Beaucoup trop de 3000. On va voir un petit peu pourquoi tous ces 3000. Déjà, je suis super content que tu sois là. Merci à toi pour cette invitation. Ça a été avec un grand plaisir que j'ai accepté de venir. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es très présent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tu aimes beaucoup partager ta vie et tes aventures. T'aimes aller à la rencontre des gens et tout ça, ça semble assez naturel pour toi. Du coup, est-ce que tu es quelqu'un d'extraverti dans la vie? Alors, je suis les deux. Je suis quelqu'un de très, on va dire, de très seul, très solitaire, parce que moi, mes grands plaisirs, c'est l'écriture et la lecture. Et pour moi, c'est des plaisirs solitaires. Ouais. J'ai toujours comparé la lecture à la masturbation. Ah. Ouais. Parce que les gens parlent beaucoup de partager la lecture, tu vois. Et moi, j'ai toujours trouvé que la lecture, c'était un plaisir personnel, individuel. Je veux dire, moi, je lis pour moi, c'est mon plaisir et tout ça. Et à côté, mais j'aime aussi rencontrer des gens. Je suis très social. Mais j'ai les deux choses comme ça. Voilà, je peux être quelqu'un de je ne veux voir personne et je veux être tout seul et tout ça, ou alors voir des gens. T'aimes aller à la rencontre de ton public et t'aimes échanger dans les salons littéraires. T'aimes ça, échanger avec les lecteurs. Ouais, et en tout cas, et comme tu parlais des réseaux, moi je suis sur Instagram, et c'est vrai que je réponds vraiment à tous les gens qui m'écrivent, parce que je trouve déjà que c'est un respect. Moi, quand on m'écrit, je réponds. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à voir que les gens, aiment regarder, mais c'est vrai qu'il m'arrive plein de catastrophes dans ma vie. J'aime beaucoup partager les voyages, je voyage énormément pour mes livres, et il m'arrive toujours des catastrophes. De vols, d'hôtels, de machin, et je partage ça avec les gens, et les gens rigolent beaucoup là-dessus, et on rigole ensemble, en fait, et c'est vachement sympa. Et ensuite, je les rencontre dans les salons. Ça me permet, tu vois, aujourd'hui, à Limoges, j'ai rencontré des gens qui me suivent et avec qui je parle, et ça permet de mettre une tête sur les gens, et d'humaniser un peu cette relation-là. Donc ouais, j'ai des relations avec les lecteurs. Ouais. Bon. Est-ce que tu sais que tu as un point commun avec Corinne Touzé, C. Jérôme et Emmanuel Macron? Est-ce que tu connais ce point commun? Oula, alors je sais pas, mais je vais te dire que c'est peut-être... Corinne Touzé, c'est celle qui fait la gendarme dans les... C'est l'actrice, là. Je vais dire que ça doit être forcément un truc de date de naissance, d'anniversaire, je pense. Et oui, tout à fait, vous êtes tous les trois nés un 21 décembre. Ouais. Parce que je vois pas quel pouvait être l'autre point commun. Avec Corinne Touzé. Bien joué. Tu es également... sont nés également un 21 décembre, Passy. Mathieu Chédid. Ah ouais, Passy aussi. Samuel Lee Jackson. Ok, d'accord. Voilà. Disons, c'est bien. Je suis content de partager ça avec de grandes personnes. Tu es donc Sagittaire. Ouais. Est-ce que l'astrologie, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ah non, alors vraiment pas. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très terre à terre, même si ceux qui lisent mes livres se disent « ce mec-là, il est barré » tout ça. Je suis quelqu'un de très rigoureux et de très scientifique. Alors que je suis de lettres, mais je suis quelqu'un de très scientifique. C'est-à-dire que moi, quelque chose qui n'est pas prouvé ne vaut pas. Donc l'astrologie n'est pas prouvée, tous ces trucs-là, l'ésotérisme, le machin, non, avec moi, ça marche pas du tout. Ok, bon, écoute... Moi, donc que je sois Sagittaire ou n'importe quoi, c'est du pareil au même. Écoute, en attendant, je suis allé regarder du coup sur astro.fr les caractéristiques du Sagittaire. Et ce que je te propose, c'est que on va regarder deux, trois points, et tu vas me dire si ça te correspond ou si ça te correspond pas. Très bien. Symbolisme et caractère. Dans le zodiaque, le Sagittaire symbolise l'évolution spirituelle et intellectuelle. Ce sont les hautes études et le mental supérieur. Philosophie, théologie, religion, loi, ésotérisme. Ce signe représente l'étranger et les voyages lointains. L'outre-mer. Il y a de l'optimisme
l'optimisme, et de la positivité. Ce signe est jovial, indépendant, joueur, aventurier, imprudent, enthousiaste et surtout chanceux. Ok. Alors, le truc de l'horoscope, c'est que en fait, ça pourrait correspondre à tout le monde. Parce qu'en fait, il y a effectivement des choses qui me correspondent, la majorité, on va dire, mais il y a des choses qui ne me correspondent pas. La religion, par exemple, je suis quelqu'un, comme je viens de le dire, très scientifique, donc la religion n'entre pas dans mon spectre. Après, si tu regardes, c'est que des trucs vachement valorisants, intellectuels. Qui va se dire non, moi je suis pas intellectuel, moi je suis un gros con. Je suis un gros con. Alors il y a les voyages, oui, mais pas outre-mer spécialement. Non, mais voyages, oui. Jovial. Optimiste, oui, positif. Optimiste, ça c'est vrai, tout ça. Ouais. Aventurier. Aventurier, oui. Chanceux. Chanceux, oui et non, puisque comme je le disais avant, j'ai beaucoup de catastrophes dans mes voyages. Mais bon, on peut considérer que je suis quand même une personne assez chanceuse. Il m'est arrivé des choses merveilleuses dans ma vie. Le Sagittaire a besoin d'une activité qui le laisse libre de gérer son temps car il a du mal à se soumettre, à entrer dans un carcan. Il y a chez lui un côté bourgeois et conventionnel qui se heurte à un côté sauvage et indompté. C'est un paradoxe, il est difficile à cerner et a l'art de brouiller les pistes. Voilà, alors là, on a parfaitement le climax de l'astrologie qui est justement dire tout et exactement son contraire. C'est-à-dire qu'on va te dire, oui, je suis une personne très introvertie, mais de temps en temps, je suis extraverti. Là, qu'est-ce que tu as dit après le bourgeois? Bourgeois et conventionnel, mais qui a un côté sauvage et indompté. On a les deux, donc on correspond forcément à ça. C'est-à-dire qu'on est toujours, l'être humain est quelqu'un qui est toujours dans la contradiction. Exactement. Donc ça peut correspondre à tout le monde. Par contre, il y a quelque chose de juste avant qui ne me correspond pas. Côté bourgeois, il est difficile. Non, de se soumettre. Voilà. Non, je suis quelqu'un qui se soumet très facilement. Il a du mal à se soumettre. Ah oui, tu te soumets facilement. Ah ben oui. Je me soumets. Ça dépend pourquoi. Voilà, j'ai un caractère qui est très autonome, c'est-à-dire que je suis très individuel. Je peux penser différemment de la masse, on va dire, et tout ça. Mais quand il faut se soumettre, je suis quelqu'un de très bon élève. On me dit, tu restes là pendant 4 heures, je reste là pendant 4 heures. Ça, c'est mon côté très policier, militaire. Ouais. Ok. Voilà. Mais je me soumets pas pour des conneries. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Je me soumets pour une raison bien précise et qui me semble fondée. Voilà. D'accord. Ouais. Ennemi de la routine, il peut multiplier les activités et s'engage dans plusieurs choses qu'il ne termine que rarement. Il a aussi du mal à tenir ses engagements car il promet et passe à autre chose. Mais il est sincère sur le moment. Alors non, moi quand je promets quelque chose, je le fais. Je le fais de suite. Je te dis, je vais t'apporter ça, machin, je t'apporte ça. Autour de moi, je n'ai que l'exemple contraire de gens qui me disent « oui, je te donnerai ça » et je n'ai jamais le truc là. Moi, je suis là pour ça à des lecteurs. J'ai des lecteurs, des gens que je ne connais pas et qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent « ah, j'aimerais venir vous voir en salon et tout ça, mais s'il vous plaît, gardez-moi de côté un livre parce que je sais qu'il se vend très rapidement. La police des feurs des arbres et des forêts part le premier jour. » Et je le fais. Quel écrivain fait ça pour des gens qui ne connaissent pas sur Instagram? Déjà, il y en a beaucoup qui répondent même pas sur Instagram. Moi, je réponds et tout ça, et je peux faire des choses comme ça. Ah oui. Bah, c'est vrai que nous, on a discuté sur Insta. Comme ça, tu vois, je t'ai répondu. Et puis, tu m'as répondu, et puis voilà, puis je t'ai proposé de venir, et puis tu es là. Donc ça, c'est faux. Après, il y a des choses qui sont vraies, ennemi de la routine. Oui, je suis quelqu'un qui... Je m'ennuie très, très rapidement. Donc, effectivement, je déteste la routine. Ouais. Après, ce qu'il disait, c'est vrai, c'est multiplier les activités, s'engage dans plusieurs choses qu'il ne termine que rarement. Ouais. Tu finis quand même les choses. Moi, je finis les choses. Je fais énormément de choses en même temps, mais je les finis. Je peux écrire 5 romans en même temps, mais je vais les finir. À moins qu'il y ait un roman qui me dit, bon, ça sert à rien, tout ça. Mais sinon, il y a beaucoup de choses que je termine. Chaleureux, généreux, joyeux, expansif, il s'embrase pour un projet et peut faire preuve d'impatience et d'enthousiasme, tant que cela n'empiète pas sur sa liberté, car alors il devient égoïste et même agressif. Bon, c'est vrai pour tout ce qui est enthousiaste et tout ça, je fais tout, je suis un passionné, je fais tout à 1000%. Quand on me demande 100%, moi j'en fais 1000. Voilà, je suis quelqu'un qui fait les choses à fond, sinon je ne les fais pas. Mais à la fin, là, le petit truc... tu t'embrases pour un projet, tu peux faire preuve d'impatience et d'enthousiasme, tant que cela n'empiète pas sur ta liberté, car alors tu deviens... le Sagittaire deviendrait égoïste et même agressif. Si je m'investis dans un projet, je veux dire, je vois pas où ça empiète sur ma liberté, si c'est moi qui le choisis, tu vois. Puisque c'est ma liberté d'action et de décision, donc ça n'empiète pas sur ma liberté.
Donc, malgré tous tes engagements et tous tes projets et tout ce que tu fais, du coup, tu te sens libre. Ah oui, je suis une personne qui est assez libre. Et d'ailleurs, tu vois, depuis que je suis écrivain, je suis une personne qui est libre puisque je fais ce que je veux. Ouais. On va dire, je n'ai pas un patron, je n'ai pas à aller au bureau tous les jours. Donc, on peut dire que c'est une méthode de vie qui est assez libre. Mais après, évidemment, je ne suis pas libre dans ce sens que je dépends de mes lecteurs. Demain, plus personne n'achète mes livres, plus personne me lit. Où est la liberté dans tout ça? Mon éditeur me dit qu'il n'aime pas mon prochain roman. Où est la liberté dans tout ça? Donc, évidemment, il y a toujours cette partie-là que je ne peux pas contrôler. Et tu as le temps de prendre du temps pour toi, pour faire des trucs juste oui, pour toi, par bien sûr, parce que je fais des chansons, tu le sais, Ouais. C'est pour moi, personne sait. Enfin, il y a des gens qui savent que je fais ça, mais je veux dire, c'est pas mon métier, donc voilà. Donc je prends énormément de temps pour faire ce que je veux. Donc oui, je suis très libre, mais j'ai toujours été très libre parce que j'ai toujours fait des métiers pour lesquels j'étais passionné. C'est-à-dire que je me suis jamais forcé à faire un métier que je n'aimais pas. D'accord. Donc depuis que je travaille, j'ai toujours fait des métiers que j'adorais. On va y revenir. En amour, pour finir, le Sagittaire est un idéaliste, séducteur, positif et conquérant. Il rêve de trouver l'âme sœur et en même temps se conduit souvent comme un jouisseur, paillard, en quête de 1000 plaisirs. Il est double et paradoxal. Il y a encore ce côté de... Ah oui, de c'est dualité. l'horoscope. C'est l'horoscope. C'est tout dire et son contraire. Mais bon, on va jouer le jeu. Effectivement, oui, je suis quelqu'un de très aventurier, de très passionné, de romantique, de très... Séducteur, conquérant. Très séducteur, ouais, je le reconnais. Conquérant, oui. Ouais. Est-ce que tu te conduis comme un jouisseur, paillard en quête de 1000 plaisirs? Je prends mon plaisir, effectivement, bien entendu. C'est-à-dire que je pense à mon plaisir dans tout, sinon je le ferai pas. Ouais. S'il n'y a pas le plaisir à le faire, je le fais pas, à moins que j'y sois contraint. Mais oui, bien entendu. Mais attention, quand on a l'impression que c'est le mec qui... je fais participer de la personne qui est avec moi. Oui, bien sûr. T'es voilà. pas un profiteur. Non, je veux que la personne aussi profite de la relation. Oui. Voilà. Bon, là, on est dans une relation amoureuse. Moi, je suis marié maintenant. J'ai trouvé l'âme sœur, je ne cherche Tu ne la plus cherches l'âme plus. sœur. Donc, voilà. Du coup, toi, t'as vraiment une nature à percer les mystères, à vouloir Ah oui. révéler la vérité au grand Ouais, public. alors ça, c'est vrai, ça. Comme tu l'as fait dans le Trickbuster Show, on en parlait tout à l'heure. Un programme sur YouTube que tu as sorti, ça fait une quinzaine d'années, c'est ça? Ouais. Dans lequel Grande Puertolas et Skeptic Munoz démystifient les tours de magie. Welcome to the Trickbuster Show. I'm Grant Puertolas, and today I'm going to show you and explain you a great trick with cards. Alors Romain, tu as une passion pour la magie, du coup, d'où te vient cette passion pour la magie? On va dire que j'ai un petit don, on peut appeler ça un don. Ouais. C'est-à-dire que depuis très jeune, depuis très enfant, en fait, quand on fait un tour de magie devant moi, je comprends de suite le truc. Voilà. D'accord. Je suis quelqu'un de très logique et très observateur. C'est-à-dire que je regarde toujours chez des personnes des choses que les gens ne regardent pas. Voilà, c'est comme ça. Je suis un enfant unique, fils unique, qui passait énormément de temps. Ma mère organisait beaucoup de fêtes à la maison, mais c'était que des adultes. Et j'étais le seul enfant. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je passais mon temps, en fait, à regarder tout le monde. J'imite beaucoup, parce qu'en fait, je suis très observateur et je retiens l'éthique de chaque personne, l'éthique de langage ou d'intonation et tout ça. Je passais mon temps pendant ces repas-là à observer les gens, en fait. Et en fait, donc quand je vois un tour de magie depuis enfant, je sais comment c'est fait. J'ai jamais compris, je comprends, mais les gens qui comprennent pas comment c'est fait, en fait. Voilà. Je me dis, mais c'est tellement logique, c'est tellement facile. Et à un moment donné, j'ai jamais aimé les gens qui se font gruger aussi. Je déteste l'injustice et que les gens se fassent arnaquer. Et la magie, on va dire que la magie, c'est l'art de l'arnaque, mais dans lequel les gens acceptent de se faire arnaquer. Sauf que dans notre monde très méchant et très cruel, des gens utilisent la magie sans dire que c'est de la magie pour arnaquer, justement. Et c'est ça que j'aime pas. Et c'est dans ce procédé de divulgation pour que les gens connaissent un peu les trucs de magie pour pas se faire avoir dans des trucs qui seraient des arnaques complètes. En fait, c'est pour stimuler un peu le sens critique C'est ça, des gens. exactement, le sens critique. Et le sens critique dans tous les sens du terme. Les réseaux sociaux, l'information. Attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on dit à la télé, tout ce qu'on dit dans les réseaux. Voilà, attention, toujours recouper les informations, toujours avoir sa propre opinion, argumentée sur quelque chose.
On est dans le subjectif en permanence. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, on voit une scène sortie de tout contexte, une vidéo de 30 secondes, et les gens jugent de suite ce qui se passe alors qu'on ne sait pas. Stop, ne jugez pas, putain, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après et tout ça. Pour revenir à la police, parce que bon, je suis un ancien flic et tout ça, les scènes où on voit les gens qui filment, les CRS qui frappent et machin et tout ça, ok, la violence est toujours répréhensible et tout ça, mais attention, jugez pas sur un truc, oui, un CRS qui tape sur quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Putain, des fois, on a des surprises, hein. On a des grosses surprises avant, de ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça, attention, faut jamais sortir les trucs de son contexte et toujours juger. Comme les citations de certaines personnes qu'on va dire telle personne a dit ça et en fait c'est sorti complètement du contexte. Ouais. Et en fait, on a dit des trucs sur mes œuvres et je le vois parfaitement à la première personne. Des trucs que j'ai pas voulu écrire du tout avec cette intention. Les gens croient que j'ai écrit ça avec cette intention-là. Et du coup, tu as un diplôme de météorologie aussi. Ouais, alors j'ai beaucoup de diplômes de toutes sortes, mais j'ai un diplôme de Météo France. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi météo? J'adorais. Qu'est-ce qui a fait que tu es... En fait, je voulais travailler dans l'aviation. Et c'est quand j'ai voulu travailler dans le contrôle aérien, j'ai appris à piloter aussi, tout ça. Et je me suis passionné pour cette matière qui est la météorologie. Et donc, je passais mes journées à faire des photos à des formations de cumulonimbus, formations de nuages, de développement vertical, de tout. Et donc, je me suis passionné pour la météorologie. Voilà. Et donc, j'aime bien valider toujours des acquis pour mon CV. Et donc, j'ai passé le diplôme de météorologie. D'accord. Voilà. T'as jamais eu l'envie de présenter la météo? Ah non, pas du tout. Ah non, mais ça n'a rien à voir, présenter la météo. Ouais. Mais pourquoi pas, je serais bon présentateur. C'est très bon présentateur. Eh bonjour, Samy. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Alors à Limoges, nous avons des précipitations. Oui, le temps à Limoges par rapport à Malaga. Bon, c'est facile, le temps à Limoges, c'est précipitation. C'est précipitation. En ce moment, c'est précipitation. Et donc, tu le disais avant, tu es aussi commissaire de police. Donc, tu as une carrière. Alors, pas commissaire, capitaine de police. Capitaine de police. Donc, j'étais capitaine de police. Tu as une carrière, tu as fait une carrière dans la police. Une petite carrière parce que j'ai exercé beaucoup de professions et je suis entré dans la police assez tard. C'était paradoxalement le métier que je voulais faire quand j'étais jeune. Quand j'étais petit, enfant à Montpellier, quand j'avais 10 ans, 12 ans, je voulais être inspecteur de police. Alors, tu vas aimer l'anecdote. Je voulais être inspecteur de police tout le temps. Et tout, je me disais, plus tard, je serai inspecteur de police. Je ferai une licence en droit et tout ça. C'était ce qu'il fallait à l'époque pour être inspecteur de police et tout ça. Et très tôt, je commence à m'intéresser au rap. Et le rap arrive en France avec NTM et IAM. NTM, c'était J'ai le touché nique ta mère, Le monde de demain, c'était vraiment le premier single et tout ça. Et IAM. Et là, je dois avoir 13 ans et tout ça, et je me passionne pour cette nouvelle musique. J'adore la poésie, les textes, le rythme, les samples mélodiques et tout ça. Et je commence à scratcher sur mes tourne-disques que j'ai à l'époque, et on fonde un groupe et tout ça à Valence, le premier groupe de rap de Valence à l'époque, et on fait des concerts et tout ça. Bon, et je me passionne pour ça. Évidemment, le monde du rap est en totale, on va dire, contradiction un peu avec la police. Ouais. Et le jour où je rencontre Akhenaton, je suis allé chez Akhenaton très tôt, ils n'étaient pas encore connus à IAM, et il habitait rue Pastoré, au cours Julien à Marseille. Moi, j'allais beaucoup à Marseille, mon père habitait là-bas. Et je vais chez Akhenaton, qui était vachement sympa. Un petit peu notre relation, c'est-à-dire que je lui téléphone. Il faut savoir qu'au dos des pochettes de vinyle d'IAM, il y avait le téléphone d'Akhenaton. Ah ouais. Téléphone privé, hein. Il est sur la planète Mars. Vous avez le téléphone de Chill, de Philippe Radion. Et je l'appelle quoi, pour lui dire que j'adore IAM et tout ça. C'est une époque où IAM n'est pas connu. Ils sont connus avec Je danse le Mia. Avant, ils n'étaient pas connus du tout. Et il m'invite à la maison, voilà, et je vais chez lui. Et puis, il me fait passer les nouveaux titres d'IAM et tout ça, machin. Et pour moi, c'est un dieu vivant, Akhenaton. Et en partant de là, en revenant chez moi à Valence et tout ça, c'est là que je me dis... alors, je ne dis pas qu'Akhenaton est un criminel et tout ça, mais je dis que dans le rap, ça va pas avec la police, vous voyez, c'est nique la police et tout ça. Et je me dis, je peux pas être flic et ça va pas. Et j'arrête complètement le projet d'être inspecteur de police. Voilà. Ah ouais, c'est le rap en fait qui t'a motivé à arrêter l'idée de la police. Et je pars sur des études d'espagnol et tout ça pour être prof d'espagnol. Et puis à un moment donné, non, je pense gagner ma vie avec la musique. Je suis dans plusieurs groupes de rap et tout ça. Et donc, je vis très mal, mais je fais des soirées, je suis DJ, je fais des championnats de scratch, du DMC et tout ça. Et je pense faire de la musique et tout ça. Bon.
Et en fait, la police, ça me viendra à 33 ans ou je sais plus quoi, quand je suis en Espagne et du tout. coup, tu es revenu... Où je reviens à mes amours de jeunesse en me disant, tiens, allez, la police. Et je tente le concours et je l'ai. Et voilà, je rentre dans la police. Donc toutes ces choses-là, comme tu dis, la météorologie, la magie, tu t'intéresses à plein de choses. En fait, tu es un vrai passionné. Et c'est quoi en fait? C'est un peu des lubies d'un moment, des trucs dans lesquels tu te plonges à fond et après tu passes à autre chose? Ou alors est-ce que finalement tu es tout le temps en train de passer pas du coq à l'âne, mais d'une activité à l'autre? Ou est-ce que comme ça tu vas être obsédé par un truc pendant un moment, tu y vas à fond, comme tu dis, tu apprends tout, tu passes le diplôme et puis après C'est ça, on a l'impression quand on lit mon CV, les gens les hallucinent, ils se disent mais ce mec-là il est pas stable du tout, il est pas fiable. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui fait de la météorologie, qui fait de la police, qui est nettoyeur de machines à sous en Angleterre, qui apprend à piloter des avions, tu vois, ils sont habitués à des gens qui ont une ligne de... Mais en fait, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que je suis un passionné, je fais les choses par passion, je fais par amour, quoi. Et je fais vite, en fait, le tour parce que je me passionne sur un truc. Ouais. Là où quelqu'un va aimer quelque chose et va lire, va faire un truc, moi, je vais lire tout. Et je vais passer tous les diplômes. Et ma vie, ça va faire que de ça. Si c'est la météorologie, tous les jours, je passe mes journées à prendre des photos et à étudier les calculs pour voir le développement vertical du nuage, etc. Donc, évidemment, ensuite, je fais très vite le tour du truc. Et je m'ennuie parce que je me dis, ça y est, je sais tout ce que j'ai à savoir, tout ce qui m'intéresse sur ce sujet-là et tout ça. Bon, et voilà. Et puis d'un coup, je tombe sur autre chose qui m'intéresse. Je suis un curieux. Voilà. Et je pars du principe qu'on n'a qu'une seule vie. Parce que moi, je ne crois pas en tous ces trucs de la réincarnation, de la vie après la mort, etc. On est sûr d'un seul truc, c'est que la vie, elle est maintenant, là, tout de suite. Et j'ai voulu avoir 10 000 vies dans ma vie, en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait tellement de choses. Et du coup, en plus, tu es un écrivain de talent, ayant connu le succès international après la publication du roman Le Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. L'extraordinaire voyage. Extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Premier de tes romans publiés, mais pas ton premier roman du coup. Non. J'écris depuis que j'ai 7 ans. Mais vraiment en roman depuis 2005. Et en fait, si tu regardes, Le Fakir a été publié en 2013. De 2005 à 2013, j'ai écrit des romans qui ont été refusés. J'avais 22 lettres de refus. Je faisais une collection de lettres de refus, en fait. Voilà. Et puis avec Le Fakir, il a été accepté. Et puis il a eu un succès mondial, quoi. Du jour au lendemain, ça a été une bombe dans ma vie. C'est génial, ça. Ah oui, ça a été un conte de fées. Ouais. Dans toutes tes histoires, on retrouve toujours un petit côté décalé, un peu d'humour noir, un peu... loufoque avec un twist final toujours. Ouais. Tes personnages sont toujours, moi je trouve, très travaillés, un peu fantasques. Est-ce qu'il y a de toi dans les personnages de tes livres? Est-ce que c'est un petit peu... Il y a de moi partout. Et oui, si tu regardes Le Fakir a 37 ans. J'avais 37 ans quand je l'ai écrit. Il y a beaucoup de l'immigration illégale. C'est ça. Il y a du voyage, il y a tout ça. Il y a de la magie dans Le Fakir. La prestidigitation, donc c'est moi tout ça. Si tu regardes La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, tu as de l'aviation, tu as de la météorologie. C'est encore moi. Je mets toujours une partie de moi dans ces livres-là. Ouais. Et les personnages sont toujours très hauts en couleur. J'ai écrit 5 ou 6 livres où les personnages étaient comme ça, très fantaisie, très haut en couleur, très stéréotypés. J'aime beaucoup jouer avec les clichés. Il y a toujours une part de vrai dans les clichés. C'est pour ça que les clichés existent. Et j'aime bien aussi lutter contre les idées reçues, lutter contre les clichés. Voilà, c'est un peu l'amour-haine du cliché. Donc mes personnages. C'est le paradoxe qu'on disait. Ouais, le paradoxe. Ouais. Mais attends, sincèrement, Samy, je vais te poser une question. T'es quoi toi comme signe astrologique? Moi, je suis Taureau. Ok. Est-ce que dans tout ce que tu as lu là, tu te retrouves pas? Parce que tu sais qu'il y a quand même eu un débunker qui s'appelait James Randi. C'est un peu ce que je faisais moi à la française, et lui c'était un Américain, c'est l'un des premiers à avoir fait un démystificateur, c'était un magicien professionnel, et qui démystifiait les voyants, les machins, tous les trucs, et l'horoscope. Et il avait fait une expérience, c'est que dans une pièce avec 30 personnes, c'est ça. Exactement, il leur a dit, vous êtes quoi comme signe astrologique? Il a dit, ok, on va vous distribuer un truc d'horoscope selon votre signe, donc bon, t'es taureau, t'es sagittaire, voilà. Et vous allez devoir mettre sur une échelle de 1 à 10 si c'est vrai, plus ou moins vrai ou pas, ce que vous lisez et tout.
il ramasse les copies, et là, tout le monde dit, vraiment, ça correspond vraiment à mon signe astrologique. Hein. On est sur du 8 sur 10, 9 sur 10, etc. Et là, il leur dit, très bien, vous aviez tous la même feuille. Voilà. Ouais. Et c'est ça, l'astrologie. Dans toutes tes communications sur les réseaux, même dans tes livres, il y a toujours donc un trait d'humour, ce qu'on disait tout à l'heure. Et toi, t'es comme ça dans la vie, t'as de l'humour, t'aimes bien rire, t'es quelqu'un qui aime rigoler. Ouais, et surtout que je vois le côté marrant de tous les trucs. Et je fais beaucoup d'autodérision, j'aime beaucoup rire de moi. Je me moque beaucoup des gens, mais on va dire que j'ai le droit, parce que je me moque énormément de moi. Voilà, je suis pas comme un gros con qui se moque que des gens et qui ne voit pas, tu vois. Moi, je me moque énormément de moi. Voilà. Et j'aime beaucoup me moquer des autres. Mais me moquer de manière, j'ai toujours été quelqu'un de très... me moquer de manière très taquine et gentille. Ouais, j'ai jamais été quelqu'un qui a de la rage en lui, qui a de la méchanceté, tout ça. J'ai toujours été gentil et sortir, comme je te disais, comme je suis très observateur, je sors le petit truc des gens, tu vois. Tout le monde a son petit tic, sa petite son manie. Tic, ça, voilà, et j'aime sortir ça, tu vois, voilà. J'aime jouer avec ça. La citation « il faut traiter les choses sérieuses avec légèreté et les choses légères avec sérieux », ça te correspond bien parce que je vois dans tes livres, il y a quand même des sujets lourds, difficiles aussi. C'est pas même dans l'humour pur. Je pense à Tout un été sans Facebook où a priori ça pourrait être. On pourrait croire que tu parles de stéréotypes justement. Agatha Christie, c'est vraiment le stéréotype de l'américaine. Qu'on pourrait se faire. Afro-américaine noire, et tout, grosse. Et je lutte justement contre ça. On peut regarder, on peut lire avec une lecture très facile, rigoler, machin, tout ça. Mais il y a toujours un message derrière. C'est un message, là pour le coup, contre le racisme, contre la différence. On est tous différents. Il faut arrêter de dire qu'on se ressemble, machin, on est tous différents. Et c'est ce qui est joli. Chacun en apporte notre plus-value. Et surtout... il y a un truc dont j'ai horreur, c'est la victimisation. Les gens qui disent je suis noir, je pourrais jamais être machin. Putain, les États-Unis, un président noir. Je suis handicapé, je pourrais jamais être machin. Des handicapés qui ont médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Je suis machin. Non, arrêtez. Putain, luttez, faites des trucs. On parle trop, on se plaint trop, on se victimise trop. Il n'y a aucune excuse. Voilà. Il faut faire les choses. Moi, je suis toujours dans l'action, pas dans la pensée. Il y a des gens qui pensent trop. Et ta relation à la musique, alors dans tout ça, la musique? La musique, c'est l'amour de ma vie, c'est comme la lecture. La musique, c'est pareil. J'ai commencé, comme je t'ai dit, à faire... Mais même, quand je t'ai parlé du rap, j'avais 13 ans et tout ça, mais avant, je faisais de la musique déjà, je composais. Attention... T'as une formation classique? Enfin, t'as appris... J'ai 1 an de solfège et de synthétiseur. Ouais. Bon, tant pis, à l'école de musique de ma ville, de Valence, machin. Mais en fait, j'avais un synthétiseur et je composais. C'est-à-dire que j'ai jamais été dans apprendre à jouer les morceaux des autres. J'ai jamais été dans ça. Moi, j'ai été dans sortir ce que j'ai en moi. Et depuis petit, je créais déjà mes mélodies. Même si je savais pas jouer, je créais... C'est facile avec un piano, c'est pas comme la guitare. La guitare, avant de sortir un do, il va falloir te l'apprendre. Ou le violon, machin. Pour le piano, tu appuies sur le do, tu as un do. Voilà. Et donc, en fait, depuis petit, j'ai commencé à composer. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, composer. Et qu'est-ce que tu écoutes, toi, comme musique? J'écoute beaucoup de choses. J'écoute de la musique électronique, du rap, de la variété française, voilà, des choses comme ça. J'écoute pas forcément des choses très genre samba, salsa, trucs comme ça, c'est trop. Je peux pas. Entendre une chanson, ça va. Après, ça me gonfle. C'est trop typé. Je sais pas, ça va pas avec mon truc. Mais sinon, voilà, un peu de tout, quoi. Et tu dis que t'as eu plusieurs groupes aussi? Ouais. J'étais surtout dans des groupes de rap. J'étais DJ, compositeur, producteur des groupes de rap. Je faisais du scratch. Ah ouais, je faisais du scratch 8h, 9h par jour. Je préparais les championnats de France et tout ça. On te voit, t'as posté quelques vidéos sur Insta où on te voit. Ouais, je fais du scratch maintenant. C'est plus ce que je faisais à l'époque. Hein. Maintenant, je suis vieux. et j'ai arrêté le scratch pendant 30 ans, quoi. Donc, mais bon, j'ai des restes quand même. C'est un peu comme le vélo, mais à l'époque, c'était mieux. Et j'avais des groupes de DJ aussi. On était des groupes de DJ à l'époque et tout ça. Et ouais, le scratch, c'était ma vie. C'est un truc qui me passionnait. Et j'ai suivi l'évolution du scratch, c'est-à-dire son apparition en France, avec des tables de mix de merde, sans crossfader et tout ça, et avec l'évolution où on est maintenant, quoi. J'ai connu tout ça.
cette période. Et on parle maintenant à des jeunes qui font du scratch, ça n'a plus rien à voir. Parce que les mecs, ils sont sur Serato, ils sont sur des ordinateurs portables qui envoient... Moi, à mon époque, c'était pas ça. Il fallait acheter 10 même vinyles si tu voulais un son, parce que ton son, à force de scratcher dessus, il valait plus rien. Il fallait changer ton vinyle et tout ça. Il fallait mettre des triangles, des autocollants en triangle pour que, en 1 seconde, tu ailles sur le son, parce que tu as quand même un vinyle. Il fallait que tu poses l'aiguille et vioup, et en 1 seconde, tu étais pile sur le son à scratcher. Il y a des mini-techniques, les punaises pour faire des cuts et tout ça. Tu collais 2 punaises. Enfin voilà, j'ai tout connu. J'ai connu tout ça. C'est les méthodes artisanales et tout ça. Voilà. Maintenant, les jeunes, ils ont les ordis directs. Ils scratchent, ils ont même plus de diamants, quoi. Il n'y a même plus de diamants sur les platines actuelles. Et t'as quel regard sur ça, du coup? C'est une autre façon de faire, en fait. Ah oui, moi, tu sais, ce que je valorise, c'est le son, c'est le scratch. Je m'en fous comment ça a été fait. Pas du moins que c'est fait quand même humainement, voilà, que ce soit pas triché. Mais après, c'est le résultat qui s'écoute. Je veux dire, c'est exactement la même chose qu'il les fait avec 100 bras que nous avec un bras à l'époque. Bon, nous, là, on avait le truc, c'est que les bras sautaient beaucoup. Maintenant, ça saute plus. Avec le Serato, ça saute plus. À l'époque, ça sautait. Et puis, quand tu étais en concert, tu avais des tables qui pesaient des kilos et des kilos. Si tu avais les danseurs devant, ça niquait tout. Enfin, je veux dire, bon, là, on a vécu cette époque-là et c'est joli aussi d'avoir vécu ça. Mais maintenant, les jeunes, ils arrivent avec autre chose. Et le plus important, c'est le son du scratch, quoi, qui prime, en tout cas. Et c'est exactement comme on en parlait tout à l'heure, puisque tu m'as montré un petit peu le matos que tu as dans ton studio et tout ça. Et je t'ai dit vraiment, plus important que le matos, c'est ce qu'on en fait. Bah oui. Et c'est pareil, c'est le résultat. Toi, quand tu écoutes une chanson, tu te dis pas « Ah, là, il a utilisé un Neumann. Ah non, c'est plutôt un Rode. Là, il a utilisé une MPC 3000. Non, c'était peut-être une MPC 60 ou une MPC One. » Je veux dire, non. T'entends un truc, tu sais pas comment c'est fait, tu t'en fous. Le plus important, c'est le résultat, c'est la chanson. Putain, la chanson est vraiment bien et tout ça, et on s'en fout. Si c'était fait avec du matos de merde ou si c'était fait avec du matos d'ultra qualité. Mais en fait, des fois, vaut mieux être capable d'exploiter pleinement un matériel qu'on connaît bien que finalement utiliser à 3% un matos super haut de gamme, puis après qui dépend de plein de choses, de l'acoustique de ta pièce, de ta technique, c'est pas forcément la qualité et le prix du matos qu'on utilise qui va assurer que derrière... Ça, faut le dire aux jeunes, parce que les jeunes, quand ils sont perdus, ils veulent acheter du matos, ils se disent « Putain, si j'achète un U87... » je vais avoir le son de Michael Jackson et tout ça, machin. Non, parce que Michael Jackson, il te faisait ça sur un micro Yoko, quoi. Enfin, je veux dire, non, c'est la prestation qui fait plus que le matos. Il faut avoir un matos décent. Mais à une époque, quand même, en 2024, où quand même les bas prix sont des trucs que nous, moi j'ai commencé la musique en 1980, c'est pas le matos de maintenant. C'est-à-dire que le matos budget nul à chier de maintenant, c'était le studio professionnel de l'époque des années 80 quand même. Alors bon. Donc tu composes, tu produis de la musique dans ton studio. Qu'est-ce que tu as un petit peu comme matos dans ton studio? Du coup, il est fait... Alors j'ai plein de choses. Enfin, alors déjà, le cœur, on va dire, de mon matos, c'est la MPC 3000. Moi, je suis un amant de la MPC 3000. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mister MPC 3000. Ouais, on allait en parler. Où je fais des... Bon, on en reparlera après. Donc voilà, MPC 3000 qui est vraiment le cœur du studio, c'est là où je fais surtout les rythmiques. Tout ce qui est rythmique, ça passe automatiquement par MPC 3000. Et puis ensuite, alors j'ai Clavier-Maître, c'est un Icon, c'est un clavier 88 touches qui est en semi-lesté. Après, bon, j'ai au niveau DJ, j'ai les platines, j'ai les SL1200 MK2 évidemment, un Technics, ça ne se démode pas depuis les années 70, c'est le meilleur truc. Table de mix, j'ai Eclair, table de mix pour le scratch, c'est Eclair, c'est une marque espagnole, et c'est un fader, c'est un Nino fader, c'est les faders que tu changes plus maintenant. C'est pas à mon époque où je changeais presque le fader presque tous les jours tellement je scratchais, ça craquait, c'est fou. Voilà. Ensuite, pour ce qui est l'enregistrement, j'ai 2 micros. J'ai un Rode NT1 A1 qui est super bien de l'époque, qui a vraiment aucun souffle et qui a un son terrible. J'ai un Neumann TLM, alors je me souviens plus, c'est le petit, je crois que c'est le TLM 130. Voilà pour les prises. J'ai un compresseur qui est la copie, maintenant on fait beaucoup de clones, Clark Technics et Warm.
Alors pour le préamp, c'est l'imitation du 1073, c'est le Warm 73, qui va ensuite dans un compresseur, c'est un Clark Technics, qui est l'imitation du LA2A, voilà, de Technotronic. Une carte son, j'ai une Presonus, bon, c'est pas, mais bon, ça c'est un bon son. Et c'est surtout qu'elle est grande, hein, c'est une grande carte son, il me fallait beaucoup d'entrées et de sorties. J'ai un equalizer style Pultec, c'est un clone de Clark Technics. Et puis ensuite, je travaille toujours Cubase. Dans ma vie, j'ai toujours été avec Cubase. Quand j'étais à l'époque, j'étais avec un Atari, c'était le Cubase MIDI à l'époque. C'était Cubase MIDI, hein, quand j'ai commencé le sample. Là, c'est du Cubase Audio Pro, hein, c'est le 15, je crois. Et puis j'ai des plugins. Qu'est-ce que j'ai j'ai pas. Voilà, je pense qu'avec ça. Après, j'ai plein de plugins de synthétiseurs et de sons, surtout d'orchestre. Je fais aussi de la musique de film. J'aime beaucoup ça. Donc, j'ai beaucoup de sons de véritables orchestres. Tu fais de la musique de film? Ouais, mais pour aucun film. Ah oui, d'accord. Mais j'aime faire de la musique de film. J'ai toujours, mais j'ai jamais fait pour un film en particulier, mais je fais de la musique de film je prends des vidéos que je trouve et je fais de la musique par-dessus, des choses comme ça. J'adore faire ça. Ouais. Et voilà, en matos, je crois que on a fait le tour. Et donc tu disais que tu étais un expert de la MPC 3000, le mythique séquenceur sampleur de chez Akai, qui est sorti au début des années 90. Ouais, la mienne, elle est de 96. 96. Ouais. C'est l'une des premières en France, ouais. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la MPC 3000, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ouais, maintenant tu dis ça aux jeunes, ils disent mais j'ai ça sur mon ordinateur. La MPC 3000, c'était une boîte à rythme qui avait ce truc, il n'y avait pas de son en fait. C'est une boîte à rythme sans son. C'est-à-dire que la MPC 3000, tu la branches, t'as rien. Il n'y a pas de son. Il faut la nourrir. Donc il y a des pads, il y a 16 pads pour taper dessus, pour faire les rythmes. Et en fait, tu assignes des sons, des échantillons de samples et tout ça au pad. Voilà. Et donc, c'était un sampler, c'est-à-dire qu'on samplait à l'époque, t'écoutais un morceau de funk et t'avais un loop que t'aimais bien et tu le samplais dessus. Et ensuite, tu pouvais séquencer. À l'époque, il y en avait vraiment les sampleurs genre Akai S950 et tout ça, mais il fallait le raccorder, comme je disais avant, à Atari, avec Cubase MIDI et tout ça. Là, pour le coup, t'avais tout dans la MPC 3000. Tu voyages avec ta MPC 3000 et t'as tout. T'as le sampler et le séquenceur. Le séquenceur, c'est le truc qui te fait la musique. On va dire que c'est ta ligne. C'est ta ligne de 0 à... Voilà. Sur lequel tu vas mettre tes samples et construire ton morceau. Donc voilà, c'est un séquenceur sampleur, boîte à rythme. Et toi, tu es un expert de ça parce qu'il y a plein de... J'ai vu sur tes vidéos, sur ta chaîne YouTube, il y a plein de petites techniques pour caler, en fait, parce que du coup, tu enregistres, tu pars d'un truc qui est analogique à la base. Ouais, donc c'est de l'analogique. Ton vinyle ou ta cassette, ou pour que ça loupe parfaitement. Il y a des techniques pour que ce soit pour que tu puisses après. Tout est à l'oreille. Il faut dire que maintenant, je pense que sur les ordinateurs et tout ça, tu as des loupes automatiques, ça te met directement dans l'automatique. Et les quantisations aussi, si c'est pas. Et les quantises et tout ça. À l'époque, tout était manuel. Et le truc, c'est que ce qui est génial, c'est que tu fais vraiment de la musique avec tes oreilles, parce qu'il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que tout ce que tu vois sur l'écran, c'est des chiffres. Il n'y a pas d'onde, de sample comme on peut avoir maintenant. Je vois mon onde, je vois mon kick et tout ça. Là, tu vois rien. Tu vois que des chiffres. Et donc, en fait, tu fais vachement travailler les oreilles. Et puis, la MPC est d'une grande complexité. Il y a plein de trucs à connaître. Et c'est vrai que moi, je l'ai énormément utilisé. C'était ma vie et tout ça. Et j'ai une deuxième nature. Si j'écoute un morceau, je sais parfaitement comment c'est fait. J'ai vu des vidéos. J'ai vu un concert il n'y a pas longtemps de Kanye West qui, lui, a une MPC 2000 XL. Il l'a sur scène et tout ça. Et rien qu'en le voyant de loin et en écoutant et tout ça, je sais exactement ce qu'il a fait. Je sais exactement ce qu'il a programmé dans le séquenceur. Je sais exactement quel pad il est en train d'appuyer. Je sais exactement quand il doit changer de pad et appuyer sur l'autre pad et tout ça. Je le sais, c'est une deuxième nature parce que j'ai tellement travaillé avec la MPC que je la connais parfaitement. Et donc, je fais des tutos pour tout ce qui est technique, comment faire des morceaux et de la chanson, mais aussi tout ce qui est réparation et tout, parce que c'est quand même un matos qui est des années 90. Et maintenant, on a la chance de trouver les pièces, mais il faut les changer. Il faut changer le senseur des pads parce qu'à force de taper dessus, ça se... Voilà. Alors, comment changer le senseur? Comment changer les interrupteurs? Comment changer
plein de choses. Tu sais faire la j'explique tout. maintenance, etc. Voilà, et tout. exactement. Et tu donnes des cours aussi Et je donne des cours à des producteurs qui travaillent avec Funkadelic, par exemple, moi, George Clinton, je veux dire, et avec des producteurs de Los Angeles, des producteurs de New York, et je leur apprends à utiliser. Tu fais ça tu le fais toujours Ouais, je fais toujours, ouais. C'est des cours que je donne par Zoom et par WhatsApp. En même temps à la personne. Comme ça, je suis avec elle. Et je te dis, et je sais tellement que je sais exactement, même sans regarder, je sais exactement s'il a fait une erreur, s'il a tapé sur le mauvais bouton et tout ça. Voilà. Ouais. Docteur MPC 3000. Docteur MPC 3000, ouais. Et donc, tu chantes aussi. Tu chantes en français, tu chantes en espagnol, dans tes morceaux à toi, parce que tu as des morceaux qui sont diffusés. Alors on a arrêté avec Romain Puertolas, on a arrêté avec Mr MPC 3000. Là, on va passer sur le pan Romain 3000. Ouais. Romain 3000, donc compositeur, chanteur, qui chante en français, en espagnol, qui a des morceaux diffusés sur Balance la Sauce, la radio. Merci, Samy. Et, grâce à toi. Avec plaisir. C'est un autre moyen d'expression pour toi, le chant. Qu'est-ce que... Alors le truc, c'est arrivé comme une nécessité. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été dans la musique. La musique, c'est mon truc. Voilà. Comme écrire des livres, voilà, c'est mon truc. C'est pas mon truc de chanter. Je chante pas très bien. Je suis pas un rappeur. J'essaye, mais tout ça. Mais c'est pas mon truc. Mais en fait, je suis pas double et je suis tout seul. C'est-à-dire que, ok, moi je fais la musique et tout ça, mais alors qui va rapper ou qui va chanter sur mes chansons? J'ai personne à mes dispositions. Il faudrait que j'ai un frère jumeau, tu vois, et que ce soit lui qui chante et tout ça, mais j'ai pas ça à ma disposition. Et en fait, j'avais fait de la musique pour un rappeur qui s'appelle Pablo, et en fait, il m'avait dit, pourquoi tu rappes pas avec moi et tout ça? J'ai dit, mais je suis pas un rappeur, machin. Et il m'avait tellement convaincu que je l'avais fait. On a fait un morceau qui s'appelle La Bonne Époque, on peut le trouver sur YouTube, le clip et tout ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est vrai, puisque j'ai personne, j'ai pas de chanteur, pourquoi je vais pas moi, faire le chanteur sur mes propres compositions, en fait. Mais j'ai un gros problème, c'est que j'arrive pas à écrire. Alors, j'ai écrit quelques chansons, j'ai pas, et tout ça, machin, ok, j'étais content. Mais là, tu me demandes et je sais pas quoi écrire, en fait. Je ne sais pas quoi écrire. Ils sont bien, tes textes, enfin, c'est les chansons que tu as... Ouais, mais là, c'est très dur pour moi d'écrire une chanson. Je peux t'écrire demain, là, un livre de 1500 pages, je te l'écris direct. Tu me demandes d'écrire une chanson, là, je te jure, je ne sais pas quoi écrire. Parce que c'est un format tellement différent, c'est un format tellement petit, et je ne sais pas de quoi parler. Puis en plus, il faut que ça rime, il faut que ça rentre dans la métrique et tout ça, que j'ai un gros problème avec ça, tu vois. Et là, en ce moment, je suis en train de faire des musiques, mais j'ai pas les paroles qui vont avec, Et dans les titres donc, que tu as déjà écrits, tu as l'impression de transmettre quelque chose de différent que dans tes livres, du coup, c'est... c'est autre chose, je sais pas, j'essaye de parler de trucs, mais comme je le dis dans J'ai pas, je suis le rappeur qui a pas de message. Je suis le rappeur qui a pas de message, et c'est ça. Je suis le rappeur qui a pas de message, j'ai rien à dire. Et c'est dur, quoi, d'écrire des trucs quand t'as rien à dire. Et effectivement, je peux pas parler de même chose que dans mes romans. Dans mes romans, c'est une histoire, t'as un personnage, machin, tout ça, c'est compliqué à faire dans une chanson. Il y en a qui le font très bien. Par exemple, Akhenaton, pour revenir sur lui, fait des histoires. Il a des chansons, c'est des mini-livres. Ouais. Où il raconte une histoire d'un mec qui fait ça, qui fait un truc. Tu disais que dans tes livres, tout à l'heure, tu tempères un petit peu... Enfin, tu parles de choses graves avec un côté un peu... léger, un peu plus léger. Je trouve que dans les morceaux que que j'ai écoutés de toi... Je trouve que ça aborde quand même des thématiques assez dures, comme Solo Queria qui parle des violences faites aux femmes. Dans Tati Tadi, j'ai trouvé une résonance aussi avec Sous le parapluie d'Adélaïde, des moments pas faciles. C'est l'histoire de ma tante. Ouais. Et ton autre titre, J'ai pas, voilà ce qu'on dit qui... Finalement, à l'arrivée, tu n'as rien, mais finalement, c'est un mec qui a rien dans la vie. À part la musique, il n'a pas de chien, il n'a pas de chat, il n'a pas de femme, il a rien, quoi. Pas de ceinture, pas de pantalon. Pas de ceinture, pas de pantalon. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un côté un peu plus sombre, finalement, de toi, que les paroles te permettent... ou peut-être plus intime. Ou peut-être plus intime aussi. Effectivement, t'as dit, c'est sur ma tante qui s'est suicidée, c'est très intime. J'ai pas, c'est peut-être quelque chose de très intime aussi. On revient à l'essence de nous-mêmes. On n'a rien en fait. Ok, j'ai une maison, j'ai une belle maison. Ok, j'ai une femme, j'ai des enfants.
Mais à la fin, tout revient à toi et t'as rien, t'es qu'un mec à poil. Là, on te prend et on te met à poil dans la jungle. Et les clips aussi, t'aimes bien la vidéo, on parlait tout à l'heure, t'as toujours eu du coup des chaînes YouTube, t'aimes bien, on se rend compte, t'aimes bien filmer, t'aimes bien faire tes clips, t'aimes Je faisais bien... des courts-métrages à l'époque. Ouais. Tu fais des courts-métrages. Ça fait partie du pack, on va dire. Une chanson, elle va bien avec un clip, tu vois. Et c'est vrai que YouTube, maintenant, c'est merveilleux. On n'avait pas ça à l'époque. On n'avait que dalle à l'époque. Maintenant, tu fais tes trucs chez toi et ça va au monde entier. Putain, c'est incroyable. Ouais. C'est la télé du monde entier. Je sais pas si... T'as vu, Samy, t'es ici, chez toi, et t'as une radio qui passe dans le monde entier. Ouais. C'est merveilleux. Ça, à l'époque, c'était pas possible. Ça n'existait pas, ça. Maintenant, les jeunes ont beaucoup de facilité. On va dire facilité, il faut travailler après. Hein. Mais on a déjà beaucoup de facilité pour la musique, pour l'image, pour le cinéma, pour plein de choses comme ça. On peut faire un produit chez soi. Maintenant, on enregistre un disque à la maison, quoi. Ouais. Avec du matos, on peut faire un super produit, quoi. Et après, tu le vends sur les plateformes et tout ça. C'était inconcevable à l'époque. À l'époque, il fallait que tu envoies une cassette, maquette, chez Sony, dans des labels comme ça, quoi. Et puis, on te refusait. Ouais, donc, peut-être qu'on allait l'écouter ou peut-être pas. Tu restais comme un con et tu n'étais jamais diffusé. Alors que maintenant, tu peux te diffuser toi-même, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de concurrence, beaucoup de monde, beaucoup... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de merde. C'est pour ça. Non, mais il y a beaucoup de tout. Il y a beaucoup de tout. Ah ben ça, c'est le problème. C'est comme les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde dit son opinion sur tout. On était bien avant quand les gens fermaient leur gueule. Maintenant, c'est un peu ça. Tu vois, la dictature, c'est ferme ta gueule. Et la démocratie, c'est cause toujours. Ouais. Et là, on est dans le cause toujours et tout le monde cause et on s'entend plus, quoi. Tu me parlais tout à l'heure, on change un peu de truc. Tu dis... On parlait du désir de justice. C'est pour ça que tu lâches rien avec cette affaire XDDL. T'en as fait une affaire personnelle. Oui, on peut dire que j'en ai fait une affaire personnelle, oui. Ligonès. Bah oui, la justice, il doit payer quand même pour ce qu'il a fait, voilà. Et puis, c'est un challenge pour moi d'essayer de le retrouver. Je pense pas que je le retrouverai, mais bon, en tout cas, on pourra dire que je me suis donné les moyens de le faire. Et voilà, c'est une enquête qui a beaucoup... C'est la seule enquête pour laquelle je me suis passionné. Et comme je t'ai dit, quand je suis passionné, je vais à 1000% là-dedans. Et c'est la seule enquête qui m'a attiré et pour laquelle je me suis passionné. Et je continue de toute façon dessus. Et j'en écris un tome 2. Donc tu vois, ça me sert aussi dans la littérature. Je veux dire, ma vie privée, tombe aussi dans la littérature, dans mon côté, dans mon métier. S'il est toujours vivant, probablement qu'il te connaît, du coup, qu'il a entendu parler de toi. Ouais. Si il a entendu parler de toi, peut-être qu'il a lu certains de tes livres, à part le dernier. Peut-être. Quel livre tu conseillerais... Lequel de tes livres tu conseillerais à Xavier Dupont de Ligonnès? Bah, le dernier. Oui, à part le dernier. À part le dernier. Oh, je sais pas, parce qu'il veut passer un moment. La police des fleurs, des arbres et des forêts, qui est le seul. C'est mon livre préféré. Ouais. C'est le livre préféré de mes lecteurs aussi. C'est celui que je conseille toujours. C'est la police des fleurs, des arbres et des forêts. Ouais. Bon, il peut le commander sur quelque part. Oui, Xavier, tu peux me contacter même personnellement. Tu lui feras une dédicace. On verra ce que je peux faire. Donc pour résumer, tu as plein de chaînes YouTube pour découvrir ton univers. Donc on peut te voir sur Trickbusters. Alors tu m'avais dit que la chaîne avait... Moi j'ai vu quand même, il y a une chaîne, Trickbusters. Ouais, il doit y avoir toujours là. Les résidus de la chaîne. Mister MPC 3000 pour tout ce qu'il y a autour de la MPC. Romain 3000 pour ta musique. Je vais mettre les liens de tout ça en dessous de la vidéo. Et aussi Instagram. Romain Puertolas, donc pour l'écrivain, voilà, Mister MPC 3000 pour la MPC, et tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu en as un troisième, Romain, Romain 3000, avec un Y, un Y pour la musique. Voilà, c'est ça. Et bien je mettrai tout ça en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, on peut retrouver tes livres partout. Alors j'en ai deux ici. Ouais. Que je te disais. 2 livres jaunes. J'ai 2 livres jaunes parce que tu aimes le jaune. Je montre à la caméra là. Romain Puertolas, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Et le premier et le dernier en fait, Extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. L'aventure a été longue entre ces deux, 10 ans. Ces deux livres, 10 ans. Et côté actu, du coup, on va pouvoir te retrouver, je crois, dans une émission à la télé, Les Traîtres. C'est ça que tu as dit, sur M6. Ouais. Tu continues ta tournée de salon littéraire. Oui, toujours, Et je sais pas si on peut le dire, tu es sur un projet de vidéoclip, mais c'est encore top secret un petit peu, on en parle. Non, c'est pas très secret. J'ai fait un cover de Red, Black and Green.
c'est ma chanson préférée, on va dire. Quand on me dit quelle est ta chanson préférée, bon, il faut en choisir une parce qu'il y en a. Mais c'est Red, Black and Green et c'est surtout le clip. J'ai été marqué profondément par ce clip qui est une merveille pour moi. Quand tu le regardes maintenant, tu te dis ah, mais attends. Mais pour moi, c'est merveilleux. Tout ce que représente en plus IAM dans ma vie, dans mon enfance et tout. Voilà, donc ça, on va dire que ça englobe tout ça, tout mon amour pour IAM. Et donc j'ai fait un cover, j'ai refait la chanson, j'ai fait la musique, évidemment les paroles sont d'IAM. Ouais. Et pour le clip, j'ai l'ambition de refaire exactement le clip dans les mêmes endroits où ont été tournées les images du clip original de Red, Black and Green, mais 30 ans après, quoi. Voilà. Donc, Chouette. Voilà. Et donc tu prévois ça, le tournage pendant une quinzaine de jours, tu m'as dit? Oui, puisque je serai à Marseille là-bas, et donc je vais faire ça là-bas directement. Ouais. Cool, donc on va pouvoir voir ça peut-être avant la fin Bientôt, de l'été. j'espère. Je monte en une journée. Tu montes vite, toi. Donc. Ouais, je monte un truc en une journée. Donc si j'arrive à faire toutes les images là dans 2 semaines, dans 3 semaines, vous avez le clip. Voilà, c'est génial. Avec la chanson. Eh bien, merci pour tout, Romain. Merci pour ton temps. C'était super chouette. Merci à toi, Samy, énormément. Et ça m'a fait très plaisir d'être ici, de partager ça avec tes téléspectateurs, auditeurs et les caméras. Mais la caméra est là. Si Elle est là, oui, je ne sais jamais regarder. Il y en a C'est là, partout. c'est là-bas qu'il faut Il y en a regarder. partout. J'ai été très heureux de partager ça avec vous et j'espère vous retrouver sur la route ou sur les réseaux sociaux. Vous m'écrivez, je réponds toujours. Et Samy peut en attester. C'est vrai. Et donc, Je voilà, dis très oui, grand je dis c'est vrai plaisir. ici. Ok. Putain, on est cernés. On est Merci, cernés. Romain. Merci à toi, Samy. Allez, à bientôt. Et à Ciao. très bientôt. Yes. Sur Balance la sauce, la radio. Yeah.